59e épisode des Technos et dernier épisode, on va dire, classique de cette année 2015. Épisode classique de cette année 2015 parce que les prochains épisodes de Noël et de Nouvel An seront un petit peu particuliers. Je vous en ai parlé déjà à la fin du numéro 58. On va vous parler de l'année écoulée, d'une part, la rétrospective de l'année 2015, en tout cas telle que nous on le voit, et puis également pour Nouvel An, on vous proposera un épisode particulier consacré justement à l'année 2016, tel qu'on voit 2016, tel qu'on se l'imagine. Si vous avez des informations à nous apporter, vous avez vous aussi une vision de ce que sera 2016 ou de ce qu'a été 2015, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Il n'est pas trop tard, il est temps, mais il n'est pas trop tard. Pour ce 59e épisode, on a avec nous d'un côté Soulou. Hey, salut. On l'appelle Soulou parce que voilà, on peut le dire, c'est un petit peu les coulisses de ce podcast, c'est qu'on a deux machines Skype et on les a appelés par des protagonistes de Star Trek. Donc il y a Chekhov et il y a Soulou, comme ça vous savez tout. Et sur Soulou, aujourd'hui c'est Sébastien, c'est plus facile à retenir comme ça. Et puis également en studio, on a avec nous Xavier. Salut Xavier. Voilà, moi c'est Studio. Lui c'est Studio tout simplement, qui est protagoniste d'une autre série sans doute. Dites les gars, c'est la sortie de Star Wars cette semaine, c'était pas Star Trek. Star Trek, c'est plus tard. C'est vrai, ce sera au mois d'octobre, je pense, de l'année prochaine, me semble-t-il, le nouvel épisode de la saga. Enfin bref. Retour en studio, donc, pour lancer ce 59e épisode. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Ce sont des choses qui arrivent, c'est fin de saison aussi. On attaque non pas par notre abécédaire, on va d'abord parler un petit peu du courrier des auditeurs. Vous étiez plusieurs à nous envoyer des commentaires durant cette semaine, en particulier concernant l'Apple TV. C'est Marc qui nous en avait parlé dans un hors-série. Et donc là, on a eu plein de messages sympathiques, avec toutes les alternatives possibles. C'est-à-dire le Chromecast, c'est-à-dire des beaux boîtes que tu connais bien, Sébastien, comme les boîtes Android. Les boîtes Android, etc., qui fonctionnent super bien. On a bien vu, on a bien tout noté, et c'est vrai que ce sera l'occasion peut-être de faire une série de hors-série, Sébastien, pourquoi pas l'année prochaine, consacrée justement aux box vidéo, au Media Center de manière générale. On en a déjà beaucoup parlé. Ouais, voilà. La préférée de l'année, ça reste quand même encore la Shield. C'est Shield qui revient régulièrement au devant de la scène de Nvidia, rappelons-le. Et puis il y a toutes les possibilités également de Kodi sur différentes plateformes possibles et imaginables. Ça, on y reviendra à l'occasion, pourquoi pas. Merci en tout cas pour vos messages, ils étaient les bienvenus. Autre message consacré cette fois à ce hors-série consacré au Wi-Fi. C'est vrai que Sébastien avait tendu une perche à tout le monde en disant oui, le meilleur moyen d'avoir du bon Wi-Fi, c'est de l'épargner et de câbler un maximum de trucs. C'est vrai, c'est pas faux en même temps. Et donc on a Alain qui nous a envoyé un courriel via notre page contact sur Technophile. lestechno.be, décidément ça va mal, lestechno.be, la page contact, et donc suite à ce hors-série et à ce que Seb avait proposé, il nous demande quelles sont les meilleures solutions. On parlait de Switch, on parlait de bande passante, etc. Donc je vais peut-être laisser commencer par Xavier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les meilleures possibilités? On va faire court, parce qu'il n'y a pas vraiment matière à faire un hors-série. Par rapport à la vitesse d'abord, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on n'a pas besoin spécialement de transférer des fichiers lourds et qu'on a un nombre très limité de PC, du 100 mégas, ça va être 100 mégabits, ça va être suffisant. À partir du moment où vous avez plusieurs PC, des fichiers lourds à échanger, on recommande vivement le gigabit. De la vidéo dans un NAS par exemple, si on veut le streamer dans le réseau, il vaut mieux du gigabit. Tout à fait. Alors par rapport au 10 gigabits, là c'est réservé pour le moment un petit peu au monde du B2B, donc les professionnels, parce que les tarifs sont encore très élevés. Je pense que c'est encore assez inabordable pour les particuliers. Donc Alain nous demandait aussi s'il fallait passer un switch manageable, donc on va pouvoir programmer. Je pense aussi que là Sébastien me rejoindra peut-être, mais que c'est plutôt limité à des gens qui
qui ont déjà un petit peu des compétences techniques, qui vont pouvoir faire de la qualité de service. Ce sont des switches que l'on peut programmer à quel niveau c'est quoi, déléguer de la bande passante plus sur un port que sur l'autre? Voilà, on va pouvoir faire de la qualité de service, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des VLAN, c'est-à-dire séparer physiquement des réseaux malgré qu'on utilise le même switch. Donc c'est un petit peu comme si on utilisait vraiment deux switches séparés, mais sur un même switch. Faire des passerelles par exemple d'un réseau à l'autre. Tout à fait, on va pouvoir empêcher de certains ports de communiquer avec d'autres. D'accord. Donc ça c'est un petit peu... Donc là on le sent bien, c'est plutôt un usage plus professionnel. Plutôt professionnel, voilà. Okay. Il y a également cette possibilité, on en a parlé juste avant de commencer, cette possibilité d'alimenter des appareils, je pense par exemple aux petites caméras Axis, qui sont alimentées directement via le câble Ethernet. Là, il faut un switch particulier pour ça. Donc ça, il faut des switches qu'on appelle PoE, c'est-à-dire Power over Ethernet, qui vont faire passer une tension de 48 volts, si je ne me trompe pas, dans le switch. Ça va vraiment être utile pour les gens qui en ont un besoin. Donc si vous utilisez des caméras, par exemple les caméras Axis peuvent souvent être alimentées par PoE. Il y a parfois certains téléphones, principalement des téléphones IP évidemment, qui vont pouvoir être alimentés. Donc là, ça peut avoir du sens. Ça vous évite de devoir câbler une prise d'alimentation. Vous utilisez juste le câble Ethernet et ça suffit. Mais de nouveau, là, je pense que c'est plutôt réservé à un usage en entreprise. Quand on a beaucoup de sous, qu'on fait construire une nouvelle bâtisse, par exemple, une grosse... Pourquoi pas, mais je dirais même qu'à ce moment-là, autant faire installer une prise, quoi. Oui, peut-être. Honnêtement. Voilà. Peut-être. Je sais que Sébastien a installé des caméras un peu partout, c'est Fornox à la maison. Et donc, tu as installé des prises, toi, en l'occurrence. Oui, j'ai des prises, mais t'as plus facilement dans une construction des prises électriques que des prises Ethernet. C'est vrai. Donc en général, ça pose pas de problème de ce côté-là. Ok. Donc ça, c'est pas un critère important, le PO. Je dirais un peu comme Xavier vient de dire, c'est intéressant pour ceux qui en ont besoin. Voilà. C'est très précis. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en avez probablement pas besoin. Oui, c'est sans doute ça, oui, effectivement. Le nombre de ports, le nombre d'appareils qu'on va pouvoir connecter, ça, par contre, c'est un critère important qui définit le prix aussi, j'imagine. Je pense que par rapport au prix, si on se limite à du gigabit, on a vraiment intérêt à prendre un switch avec un nombre de ports suffisant. Donc, c'est-à-dire que si vous savez que vous allez déjà utiliser 10 ou 12 ports, mais passez tout de suite sur un switch 24 ports parce que vous serez bien content le jour où vous aurez un appareil en plus à connecter, d'avoir encore des ports de libre. Ça va vous permettre aussi de pré-câbler certaines fiches dans les murs, par exemple. Et donc, même s'il n'y a pas d'appareil qui est encore relié, mais vous avez déjà tout pré-câblé. Le jour où vous voulez câbler un appareil dans un des ports, mais c'est disponible. Donc là, je pense que le prix découle évidemment du nombre de ports, mais vu les différences de prix, ça vaut la peine de prévoir quelques ports de libre malgré tout. Et ça permet de ne pas devoir mettre en lien plusieurs switches, c'était une de ces questions aussi, de ne pas devoir utiliser des switches qu'on appelle stackable, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être empilés comme s'il ne s'agissait que d'un seul switch via un câble spécial. Donc voilà, prévoyez un nombre de ports suffisant. Peut-être aussi, il y a le facteur de forme du switch en question. Là, c'est vrai qu'à partir de 24 ports, c'est plutôt des choses au format 19 pouces. Alors souvent, on prend du 19 pouces ou un petit peu moins. Donc c'est souvent des switches qu'on appelle rackable, c'est-à-dire qu'on va mettre dans un rack physique une armoire en fait dédiée à la technique de l'informatique. Là, on sent aussi qu'on tombe déjà dans un domaine un peu plus coûteux, quoi. Ou alors vraiment. Ou si on veut faire une installation vraiment propre dans un local technique, voilà. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf si Seb avait un truc à rajouter. Non, quasi rien. Je veux dire, sur le nombre de ports, le seul problème, si tu montes trop dans les ports en gigabits, c'est que c'est quand même encore relativement coûteux. Ça peut vite t'arracher un bras. Oui. Je sais pas quel est. Oui, ça on en a pas parlé. L'ordre de prix, l'un ou l'autre, Sébastien ou Xavier. Je sais qu'un switch courant acheté dans le commerce, on va dire quasi courant, enfin en tout cas multimédia, etc. Un 4 ports ou un 6 ports ou 8 ports, c'est pas très très coûteux, quoi. On est de quoi, dans l'ordre des 150 €, quelque chose comme ça. Non, truc de base, même moins. Ouais, t'es 50. Tu vas aussi entre 50 et 100 € si tu passes pas dans les trucs monstrueux. Non, le switch, c'est pas le truc qui t'arrache un bras en général, quoi. D'accord. Mais c'est pas le truc le plus intelligent non plus dans la maison. Oui, c'est ça. C'est une boîte avec des fils, quoi. C'est un peu alimenté, mais c'est juste pour la LED qui est devant, en fait.
J'exagère, mais à peine. Non. Moi, je dirais que pour les Switch, la marque est encore... Voilà, c'est pas un appareil qui est hautement technique si on part pas sur un Switch qui est manageable. Vous prenez un Switch 24 ports dans une marque style D-Link ou TP-Link qui est vraiment pas trop cher. Vous allez être à une centaine d'euros, enfin entre 100 et 200 euros pour 24 ports, c'est abordable. Voilà, après c'est le coût du câble, le câblage, catégorie 6 minimum, on va dire, pour les câbles Ethernet. Alors là, il y a des grands débats. Moi, je pense que la catégorie 5 est encore suffisante pour un grand nombre de personnes, mais si vous voulez être prévoyant et que vous envisagez de mettre du streaming dans toutes les pièces, là, il vaut peut-être mieux, peut-être que le catégorie 6 va être utile, mais c'est un coût. Là, il y a par contre un réel surcoût dans le câblage. Donc, voilà. Oui, mais si tu veux monter, alors t'es plus en 4.6, tu vas aller taper de la fibre directement, ce que tu pourras faire sur ton 10 gigas. Par contre, il y a juste un truc qu'il faut faire attention, ça m'est déjà arrivé, et donc ça arrive parfois même à des gens expérimentés. Quand vous mettez plusieurs switches, ou même quand vous mettez vos câbles dedans, évitez de faire une boucle. Ça marche moins bien, beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Expérience personnelle, on peut le dire, effectivement. Et c'est pas toujours évident à trouver, que quand t'as beaucoup de câbles, que t'as un gros switch, tu te dis merde, des grosses snaps, voilà. C'est dans des racks en plus, si vous passez devant, derrière, c'est des fois compliqué. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. Il n'y a pas assez pour faire un hors-série traditionnel, on va dire, donc on a essayé d'y répondre ici. Désolé pour ceux qui étaient moins intéressés par le sujet, mais je vous rappelle que c'est un podcast, donc on peut avancer ou reculer assez facilement. C'est trop tard. Et donc jusqu'au bout. On peut même le repasser. J'aurais dû le dire au début. Mais là, on va attaquer notre 59e épisode avec notre abécédaire, et on commence avec la lettre A, non pas comme Apple, et non, on terminera pas avec Apple cette année. Xavier, on va parler de Vuvuzela, A comme Vuvuzela en quelque sorte, ou A comme anonymat, ça serait encore beaucoup plus logique, parce que Vuvuzela, c'est ce dont tu viens nous parler, moi ça me rappelle le très mauvais souvenir d'une Coupe du Monde insupportable pour les oreilles, en Afrique du Sud, tout le monde s'en souvient je pense de cette trompette qui faisait énormément de bruit. Poète, quoi. C'était insupportable effectivement. Vuvuzela, c'est quoi? C'est une messagerie en fait. C'est une messagerie qui vise un petit peu à renforcer encore plus la sécurité par rapport à un réseau comme Tor. Donc le but c'est les concepteurs de ces systèmes, qui sont des chercheurs américains, pensent que Tor n'est pas un réseau qui est aussi fiable en termes de protection et d'anonymat que ce qu'on pense, parce que ça repose sur le fait que des acteurs ne pourraient pas avoir la main mise sur plusieurs serveurs ou un nombre suffisant de serveurs. D'accord. Or, eux partent du principe que, contrairement à ce qu'on pensait, il y a maintenant des moyens techniques d'arriver à contrôler suffisamment de serveurs. Et donc, ce qu'ils ont imaginé, c'est plutôt que de chiffrer de manière très très forte des communications avec des codes qu'on pensait incassables mais qui ne le sont pas dans les faits, ils vont se dire on va chiffrer un petit peu moins, mais par contre on va créer énormément de bruit, d'où le nom. Et donc leur idée c'est de créer plein de faux messages et de communications qui vont faire qu'il y a tellement de messages que ça devient quasiment impossible comme les chats sur Twitter, d'analyser un message de bout en bout, donc de personne à personne. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ça? Quand vous souhaitez envoyer un message, le message va passer sur une série de serveurs dans des boîtes aux lettres, et une fois que le message, donc il y a un petit délai, une fois que le message est passé à travers chacun de ces serveurs, le serveur va décider via quel serveur on va réellement envoyer ce message au destinataire. Le destinataire reçoit une notification et va lui-même aller reparcourir les différentes boîtes. À chaque étape, on a du bruit qui est généré, c'est-à-dire des faux messages et des faux destinataires ou expéditeurs qui vont être générés. On comprend mieux pourquoi ils ont appelé ça Vuvuzela. Voilà, donc l'idée c'est de vraiment créer du bruit, et c'est par le fait qu'on va créer du volume de données qu'on va rendre impossible la surveillance par des systèmes comme la NSA ou autres. En tout cas, c'est le but. Alors ils ont fait des premiers tests sur Amazon avec 1 million d'utilisateurs qui ont été simulés, avec 15 000 messages par seconde, et il y a un délai d'attente moyen d'environ 44 secondes. Alors, aujourd'hui, c'est déjà disponible sur GitHub, donc c'est déjà utilisable, mais ils pensent que ce n'est pas encore prêt pour un déploiement en production. Ça bouffe des ressources, ça, quand même, parce alors, évidemment, il y a générer tout ce bruit nécessite quand même des moyens. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont utilisé des plateformes comme Amazon qui permettent de déployer plusieurs machines virtuelles ou autres. Ouais. Et donc, ça génère du trafic. C'est vraiment le but du système, c'est de dire on va renforcer le système, parce que les services d'écoute ne vont pas pouvoir écouter quelques messages, ils vont devoir analyser tellement de messages que ça devient impossible.
Eh bien, on apprend de ces trucs, hein, Seb. Bon, ça me fait penser à plusieurs trucs. D'abord, si vous vous souvenez, le chromo, la stéganographie, c'était donc la cryptographie, c'est ce qui permet de stocker cacher un texte dans une image. Oui. Donc le principe est pas nouveau, sauf qu'ici pour moi c'est tu le caches dans du bruit plutôt qu'une image, c'est pas de la stéganographie mais t'es un peu dans le même genre de concept. On va dire que dans un truc. L'image c'est le bruit et le message est dans le bruit. Mais après au niveau de la puissance de ce que disposent les personnes qui ont envie d'écouter, s'ils en ont envie d'écouter, je pense que tu vas devoir produire tellement de bruit que tu n'as aucune chance de pouvoir réellement cacher ton message dans le lot. Ça me semble très à ressources difficile, quoi. À ressources comparées, il lui faudra autant de ressources pour décoder le bruit que pour le générer, en quelque sorte. Même pas forcément, non, pas forcément. On peut avoir de la chance, mais en toute logique, on peut imaginer qu'il faudrait pas plus, mais certainement autant de ressources. Donc, c'est une débauche de ressources, en fait. Quand tu vois les progrès qui sont faits en informatique quantique, est-ce que, effectivement, le dernier supercomputer que Google a annoncé il y a une dizaine de jours, qui a une puissance 1 million de fois supérieure à ce qu'a ta machine, bah, tu peux déjà en envoyer des messages. Effectivement. Disons que ça a le mérite d'exister. C'est un cas d'école, une fois de plus. Ça permet d'ouvrir la réflexion. Pourquoi pas, finalement. Rien que le nom, moi, déjà, m'énerve. Donc. Allez, on passe à la lettre B. B comme boulette. Boulette, Seb, c'est Philips qui propose, la marque Philips. Philips Hue, le système d'éclairage. Oui. C'est pas Huawei. C'est pas Huawei. Non, c'est Hue. Youpi. Enfin bref, il y a Boulette. Il y a Boulette. Et il y a Boulette. Et alors ça arrive apparemment quelques fois chez Philips, parce que pour une petite expérience personnelle, pour avoir une télévision Philips et mise à jour il y a pas longtemps, la mise à jour vous fait disparaître l'utilisation de la télécommande. Donc effectivement, c'est le genre de mise à jour. C'est une sorte de mise à jour. Ça fait plaisir. Retour aux années 80. Voilà. Et donc tu as une télécommande qui a 3 boutons au lieu d'une vingtaine, tu peux juste monter le son et je ne peux plus le descendre, donc c'est problématique. tu as des filles, tu peux les envoyer changer la chaîne déjà, c'est pas mal. Et voilà, c'est le genre de truc. Donc, et ici c'est le même genre de problème. Philips a des problèmes de stabilité sur ses ampoules et apparemment certains utilisateurs qui sont relativement nombreux à se plaindre qui ne savent pas toujours les éteindre. Ça, c'est c'est gênant pour des ampoules, quand même. Et surtout que c'est même si vous en avez mis dans votre chambre. Voilà. Donc tu engueules tes enfants parce qu'ils n'ont pas coupé la lumière, mais ce n'est pas vrai, c'est un bug. Et donc Philips essaye de trouver des solutions pour son truc. Il faut savoir que c'est contrôlé via du wireless en Zigbee, donc c'est pas filaire ces ampoules, donc il peut être perturbé par plein de choses et plutôt que de réellement avoir trouvé la solution, une des solutions de Philips a été de se dire je vais m'assurer que aucun développeur partenaire ne puisse utiliser mes ampoules pour être sûr que ce soit vraiment qu'un problème à mon software, et donc ils ont coupé tout le monde d'un coup dans une mise à jour, ça a hurlé dans tout le web et Philips a dit non c'est une erreur, on va le remettre, on est désolé. Donc voilà, pas extrêmement génial et pas très bien préparé comme mise à jour. D'autant qu'on en avait parlé dans un hors-série consacré à la domotique avec notre ami Patrick, de ces ampoules connectées, et ça faisait partie, on va dire, de l'avantage, de l'intérêt de l'ampoule Philips, c'est qu'on pouvait l'inscrire dans d'autres systèmes, voilà, donc c'était un argument aussi, parce qu'elle est quand même un petit peu coûteuse par rapport à la concurrence, c'est un des arguments qui allait en sa faveur, on va dire. Et ils l'ont coupé. Voilà. Je trouve que Philips c'est con parce au final ils ont du bon matériel qui n'est pas toujours forcément construit par eux. Ça c'était un autre détail dans l'IT. Les télés par exemple. Mais il manque une certaine qualité sur la finition des softs et sur les stabilités. C'est dommage. Dommage, effectivement. Ils vont s'en relever. Je pense que ça. Parce que le truc est bon. Oui, le produit reste un bon produit, mais bon, il est pas toujours très stable. Mais bon. B toujours, B non plus
comme boulette, mais comme business. Seb, on va parler d'un joyeux de riz, on va dire ça comme ça, monsieur John McAfee. Alors McAfee, ça parle à tout le monde, je pense, éditeur d'antivirus. Monsieur John McAfee qui lance un nouveau produit. Alors rappelle-nous peut-être qui est ce joyeux de riz, Sébastien. Alors McAfee, il est extrêmement connu pour son utilisation de drogue, pour les prostituées, et alors c'est pas une blague, hein, effectivement, il a posté ce genre de vidéos, mais il a aussi eu de gros problèmes judiciaires avec une descente de la GSU, donc la Gang Suppression Unit, quand il était au Belize, pour des problèmes de trafic de drogue, et puis en 2012, il a été soupçonné d'un meurtre, un mec qui avait été tué par balle, donc il s'était réfugié en Amérique du Sud aussi à un moment donné, je pense. C'est là qu'il s'est fait arrêter, enfin, il y a eu toute une histoire, c'est assez... voilà. C'est un drôle de personnage. Malgré tout, il fait partie du monde de la high-tech. Il fait partie totalement du monde de la high-tech, tout le monde connaît son nom et tout le monde connaît la société qu'il a fondée, même s'il n'en fait plus partie, et que depuis qu'il n'en fait plus partie, il a même posté des vidéos sur comment expliquant comment on désinstallait l'application qu'il a créée dans la société avant. Donc, ce mec est vraiment un peu bizarre, mais et en plus il est pas tout jeune, hein, il est de 45, donc il fait il a 70 ans, bien tassé, effectivement. Et donc il propose un système de sécurité, il reste dans la sécurité. Il s'est lancé, c'est ça, il s'est lancé sur Indiegogo, et il a demandé, même pas grand chose, il a demandé $20,000 pour créer une clé sur base en Bluetooth 4.0 et qui vous permet de remplacer tous vos mots de passe. Alors, j'ai pas tout saisi sur comment il le fait, mais à mon avis, il y a toute une série de logiciels qu'il faut installer sur téléphone, PC, etc. Mais le principe est que tu as cette petite clé qui ressemble à une mini clé USB que tu te promènes avec toi, et quand tu arrives près de ton ordinateur, comme c'est en Bluetooth, ça déverrouille ton ordinateur. Tu y as accès quand tu vas près de ton téléphone. Tant que c'est près de toi, ton téléphone n'est pas verrouillé. Tant que il pousse le vis jusqu'à la voiture, la clé pour rentrer chez toi, etc. Il a toute une série de trucs, et la vidéo qu'il présente est assez sympathique, ma foi, mais voilà. Alors je suis pas sûr que j'adhère directement au principe de me promener avec une clé qui contient tout, qui contient la possibilité d'avoir un accès à tout, même si lui il affirme qu'il n'y a pas de problème. Si tu la perds, tu la désactives et tu en prends une nouvelle, que tout est bien crypté, que c'est de l'OS, que c'est militaire, que c'est machin, etc. Donc je le crois, hein, c'est pas c'est sur le principe, c'est sécurité. Hein. Non, c'est clair. Mais c'est toi, c'est le principe de la clé, enfin du truc hardware en fait, qui t'embête, quoi. Je sais pas. J'ai regardé parce que c'était le gars de McAfee, parce que l'idée est pas idiote. Il y a plein de gens, et c'est vrai que les mots de passe, se souvenir de tous les mots de passe pour tous les sites, pour tous les machins, c'est pénible. Et qu'ici c'est selon lui incraquable, parce qu'à chaque fois qu'il demande une authentification, la clé génère une nouvelle clé, un nouveau truc random, etc. Un peu comme les clés qu'on utilise pour du web banking dans certaines banques. Par exemple, mais plus évolué. Donc je le crois sur la fiabilité de la technologie. Sur la pratique, je suis moins certain d'adhérer, mais pour plein de gens, je pense que ça peut être un produit intéressant. C'est pas complètement... moi je trouve que c'est pas nouveau non plus. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment nouveau, parce que il me semble que c'était... à une époque, une quinzaine d'années même déjà, je me demande si Siemens n'avait pas proposé une solution, mais c'était une carte magnétique pour les profilérants en entreprise, pour passer d'une machine à une autre facilement, et qui renfermait également, mais là c'était le login global qui renfermait tous les mots de passe de l'utilisateur. Donc l'idée n'est pas totalement neuve. Maintenant, il faut voir l'intérieur du bidou. C'est le mode de cryptage, etc. C'est vraiment très très performant. Il faut voir, quoi. Tu voulais rajouter un truc? Moi, j'imagine le gars qui a bloqué son téléphone et sa voiture avec ça, et qui perd ses clés. Il sait plus appeler un serrurier, il sait pas aller chercher. Oui.
s'il l'a accroché en porte-clés à ses clés. Ouais, ça, évidemment, ça peut poser problème à un moment donné. C'est ça qui me ferait peur, moi, effectivement. Là, je rejoins également Sébastien, c'est de tout mettre dans le même panier, quoi. C'est un peu... voilà. T'as perdu ta clé, peu de bras, peu de chocolat. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Et il faut faire un double ou... Enfin, bon. Soit, mais peut-être qu'il est encore possible d'accéder à ces données, par ailleurs, en utilisant ces mots de passe classiques, hein, je sais pas. Bref, voilà, le retour de Monsieur McAfee, ça valait quand même le coup de le signaler. Et il a son pognon, hein, il cherchait $20 000, il a $44 000. De toute façon, je pense pas qu'il ait des problèmes de pognon. C'est ce que j'allais dire. Ça peut coûter. Je pense qu'il est bien taxé aussi, donc oui. S'il cherche que 20 000, c'est sans doute de nouveau un coup de com plutôt qu'un... Oui, peut-être. Bah, ceci dit, en hardware, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si c'est une clé USB, très honnêtement, c'est bien payé pour des clés USB, quoi. On passe à la suite, Seb, toujours à B comme business. Fouhou, c'est comme ça qu'on dit, j'imagine. Hein. Ce sont des tablettes. Ah, ça, ouais. Et des tablettes Nabi. Tu connais pas les tablettes Nabi ? Non. Moi non plus. Mais ils ont été rachetés. D'accord. Super. Jusque-là, tu te dis, on s'en fout, ouais, ok, Fouhou, c'était une boîte de je ne sais même pas où qui était en train de mourir, ils avaient plus d'argent, ils font des tablettes pour enfants, et bon, au final, voilà, tant pis, il y en a plein d'autres qui font des tablettes, hein, parce que c'est pas des tablettes magnifiques, hein, c'est des écrans corrects, du Non, apparemment, ils ont pensé quand même l'ergonomie pour que les gosses puissent les laisser tomber par terre, ou des choses comme ça, enfin, ça a l'air d'être assez robuste quand même. Hein. Oui, c'est ça, c'est des trucs pour enfants, donc c'est bien fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est la boîte qui a racheté, évidemment, cette société pour pas cher, vu qu'elle était en train de mourir. Et on en a parlé il y a pas longtemps dans un autre hors-série, ça revient, et c'était les gars de chez Mattel. D'accord. Qui reviennent en plein dans la technologie. On n'en a plus entendu parler d'eux pendant des années, et puis maintenant, ils ont ressorti un Viewmaster, et ils se lancent dans les tablettes quelques semaines après, en rachetant cette marque. Alors, il est probable que cette marque continue à vendre sous ce nom pendant quelques mois, et ça va devenir ensuite sur le nom de Mattel. Ce qui est intéressant, c'est évidemment tout le catalogue auquel a accès Mattel, de par sa renommée, de par son histoire. Oui, effectivement. Que Fou, Nabi et je sais pas quoi n'avaient pas accès. Même si le truc avait l'air assez connu pour les enfants. Mattel, c'est une société française, hein, je dis pas de bêtises, me semble-t-il, non Malin comme Mattel. Non, malin comme Mattel, tu vas... non je ne sais plus. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pendant que tu cherches, moi je vais signaler un truc au passage, c'est que ça fait plusieurs... Non, c'est une société. Oui. Vas-y. C'est une société américaine. Ah, ben d'accord, ok. Bah, j'ai rien dit alors, je pensais. Je tenais à préciser un truc, c'est que ça fait plusieurs fois, depuis quelques numéros, que tu parles du Viewmaster. On a enregistré il y a déjà un petit temps maintenant un hors-série qu'on va vous proposer avant la fin de l'année, ça c'est promis, qui parle justement de ce Viewmaster. Certains, les plus anciens, s'en rappellent peut-être du Viewmaster, une petite boîte, une espèce de paire de jumelles avec des disques qu'on mettait dedans. On en reparle parce que justement Mattel, l'américain Mattel, revient avec le Viewmaster, mais d'une manière un peu particulière. Vous verrez ça très très prochainement dans nos hors-séries. Donc Fouhou, bientôt chez Mattel. Oui. Et alors, juste pour terminer sur le Mattel, les gars, ils font quand même $2 milliards de chiffre d'affaires par an. Et 26 000 personnes, et ils ont aussi Fisher-Price et compagnie. Donc oui, c'est ça. Oui. Voilà, dans les jouets, je pense qu'il y a moyen, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est bien qu'ils s'adressent à la technologie aussi, parce qu'il y a quand même il y a un tout gros concurrent en matière de tablettes, etc. Genre, il n'y a plus sur son nom maintenant qu'il faut le dire. Non, moi non plus. Oui, non plus. Et qui a été piraté il n'y a pas tellement longtemps. Qui est ça. Vitech, non, c'est pas ça. Non, je sais plus. Enfin, ça me reviendra. Allez, Xavier. Xavier, tu connais tout, Xavier. C'est ballot de se pas souvenir d'un truc comme ça. Hein. On coupera pas au montage. Hein. C'est promis, on est couillons. Ça reviendra, on y repensera d'ici quelques instants. On va rester de toute façon dans les jouets encore quelques instants, mais avec les lettres D cette fois. D comme drone, mais les jouets... qui coûtent, hein. Il faut bien le reconnaître. Jouer ou pas d'ailleurs. Jouer ou pas, c'est vrai, Xavier. Des drones qui pourront bientôt voler des heures. C'est vrai que c'est un des gros problèmes des drones, qu'ils soient de petite taille pour l'amateur. Storio. Pardon ?
C'était les mecs de chez Storio. Non, je pense pas. Quoi qu'il, des petits drones d'intérieur, comme on a l'habitude de dire pour jouer au bureau, pour embêter ses collègues. Ou VTech, c'est ce que je disais. C'est ce que j'avais dit. Soit, je reviens à mes drones. Les petits, comme les gros, ont besoin d'énergie. Et c'est à ça qu'on voulait en venir. Voilà. Je suis arrivé. Et donc, il y a des solutions qui pointent le bout de leur nez. Quels que soient les drones, on a souvent des limites d'autonomie qui varient entre 10 et 20 minutes. Parfois plus pour des avions. C'est pas drôle. Enfin, des drones de type avion, mais ça reste pas énorme. Et donc, c'est la société Intel Energy qui nous fait la promesse d'augmenter cette autonomie. Ils avaient déjà fait parler d'eux en intégrant une batterie à hydrogène, un combustible pour les iPhone 6. Ouais. Et ils ont annoncé une batterie à hydrogène pour des drones qui aurait plusieurs avantages puisqu'elle va permettre une autonomie de plusieurs heures comparée aux 10-20 minutes habituelles. Mais il y a également d'autres avantages, c'est que la recharge moyenne durerait 2 minutes au lieu de 1 à 2 heures pour des batteries habituelles. Un autre avantage, c'est que les batteries concernées feraient beaucoup moins de vibrations. Donc ça, c'est très utile pour ceux qui font de l'imagerie, de la prise de vue d'image via des drones. C'est que les drones vont beaucoup moins vibrer et donc offrir des images beaucoup plus stables. Comment se fait une batterie ça vibre? Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Donc, ça, c'est à vérifier. Moi, je n'ai pas encore pu voir vraiment la technologie. C'est une annonce qui a été faite. Ça sortira au début du mois de janvier prochain. En tout cas, l'annonce et les tarifs. Donc, on n'en sait pas encore beaucoup plus à ce niveau-là, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les amateurs de drones ou même pour des applications plus professionnelles. On a souvent parlé d'Amazon qui voulait faire des livraisons, mais les drones sont aussi utilisés pour aller livrer des médicaments dans des zones inaccessibles. Donc il y a vraiment pas mal d'utilisations qui commencent à se faire et avoir une autonomie plus élevée est vraiment quelque chose. On parle de plus en plus, là on parle de drones, on parle de plus en plus de piles à hydrogène, un petit peu dans tous les domaines. Je pense que c'est Toyota qui vient de sortir une voiture, c'est pas la Prius, c'est un nouveau modèle qui fonctionne, qui est hybride, mais qui a en partie une pile à hydrogène. Voilà, c'est une technologie qui est en train de montrer le bout de son nez. Quoi qu'il en soit, pour créer de l'hydrogène, il faut quand même des ressources énergétiques, et donc il y a quand même une dépense d'énergie à un certain degré à un moment donné. C'est pas juste, c'est pas une énergie alternative vraiment très brillante, en tout cas pour l'instant. Ici, on parle plus de l'aspect autonomie que procure la pile en question, donc ça peut permettre effectivement de voler plus longtemps. Est-ce que c'est pratique de recharger en 2 minutes? C'est vraiment... En plus, ouais. Je sais pas si Sébastien avait dubitatif, Sébastien, sur ce truc. Je suis dubitatif, mais pourquoi pas, écoute, si je peux aller à la pompe et mettre de l'hydrogène dans mon... c'est de l'eau, Si elle crée elle-même son hydrogène, c'est de l'eau. Voilà. Donc à voir, à suivre, sans doute, peut-être, un jour. On va passer à la suite. On est des DF. Comme Facebook. Facebook qui prépare un mode offline. Xavier, qui est Sako? Alors, on sait déjà on peut liker et partager des posts Facebook en n'étant pas connecté à Facebook, donc en étant hors réseau. Mais le réseau social a amélioré le cache, donc le système de cache de son application, afin d'augmenter le nombre de fonctionnalités. Et notamment, on va pouvoir commenter des posts en étant offline. Et donc ces posts vont être envoyés dès que le système récupère du réseau. Alors il n'y a pas que ça, ils vont également mettre en cache beaucoup plus de posts que vous n'auriez pas spécialement consultés, et vous allez avoir l'impression d'avoir de nouveaux posts alors que vous êtes offline, parce que le système, via un algorithme, va vous proposer des posts qui semblent pertinents au moment où vous les parcourez et que vous n'auriez pas encore spécialement vus. Et dès que vous retournez en mode connexion, à ce moment-là, on revient sur les données standards. Alors c'est à plusieurs buts. Un des buts de Facebook a toujours été de conserver ses utilisateurs un maximum de temps sur Facebook, mais c'est aussi dans le but d'acquérir des nouveaux marchés. Donc les pays qui ont des réseaux data encore de faible qualité vont être intéressés par ce genre de fonctionnalité également. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être connecté en permanence à Facebook, on a juste besoin d'avoir l'impression d'être connecté en permanence à Facebook. Vous êtes dans le métro, vous perdez la connexion tout le temps, vous allez pouvoir continuer à poster vos commentaires
commentaires. Oui, c'est ça, rien n'est perdu et tout se fera en temps. Mais ça fonctionne pas déjà, ça, parce qu'il y a des endroits quand je suis au bureau. À moitié, non, donc il y a certaines fonctionnalités que tu vas pouvoir faire. Donc tu vas pouvoir, par exemple, liker un post, le partager. Quand tu écrivais un commentaire, il te disait actuellement, mais votre message n'a pas été envoyé, veuillez réessayer plus tard ou autre. Et donc maintenant, c'est vraiment, tu vas envoyer ton commentaire ou tes messages, tu peux parcourir les différents posts, faire tes commentaires, et une fois que c'est de nouveau en ligne, ça va réapparaître. Peut-être parce que je suis sur les releases bêta, hein, où j'avais demandé à l'époque, parce qu'il y avait moyen, toute une explication, je sais plus comment j'avais fait, pour avoir les versions bêta chez eux. En tout cas, moi, quand j'ai des problèmes de réseau de temps en temps quand je suis dans l'ascenseur, hein, comme beaucoup de gens. Et il ne m'envoie pas bouler comme étant ton message et tu dois réessayer plus tard. Il le fait et il le poste lui-même. De la même manière que ce matin encore, j'étais avec un logo G, tu vois, le truc que dans GPRS, tu dis, tu vois, ça fait longtemps que j'ai plus vu ça sur mon GSM. Je ne savais même pas que ça existait encore. Et pourtant, j'ai ouvert Facebook et ce con m'a montré une vidéo que j'avais encore jamais regardée. Ouais, donc c'est probablement, peut-être que tu viens de faire la mise à jour aussi, mais il y a ce système de cache a été amélioré aussi pour trier les informations de manière différente et afficher des infos, pas juste les dernières infos que tu as consultées et qui seraient en mémoire. C'est plutôt malin. Hein. Non, oui, c'est malin et à mon avis, ça fait suite au marathon qu'ils font où ils disent ok le mardi ou je sais plus les développeurs peuvent choisir d'être en mode hors connexion ou en mode 2G et en utilisant Android parce qu'ils utilisent tous des iPhones. On avait parlé de ça. Ça en sort tout de suite, tu vois le truc. Pour sensibiliser les développeurs, je rappelle juste la petite brève, pour sensibiliser les développeurs au fait que tout le monde n'avait pas de la 3G ou du broadband partout dans le monde, on les fait passer un jour par semaine sur des réseaux Rikiki pour qu'ils se rendent bien compte que leur application elle fonctionne moins bien et peut-être que oui effectivement c'est déjà un premier résultat, une première avancée de cette idée d'un peu brider en fait la connectivité aux développeurs. Ils sont quand même intelligents finalement. Quand tu fais chier les développeurs, t'as quelque chose. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. Parce que sinon c'est open bar sur la bande passante et alors forcément on fait des trucs ingérables à un moment donné quoi. On avance peut-être avec la lettre G. Vous m'avez fait toutes les lettres de l'alphabet les gars jusqu'à présent. La lettre G comme Google et je vais repasser la parole à Sébastien pour parler de Chromecast audio. C'est la version audio du Chromecast, hein, donc juste audio, qui s'offre un petit update de quel ordre donc Voilà, le petit update, c'est un petit update soft. Et alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, pour rappel, le Chromecast Audio, c'est juste un petit bitonio rond qui vous permet en Bluetooth sortir de l'audio vers vers un jack, donc vers n'importe quoi, des enceintes, etc. Mini jack. Et donc, un mini jack. Et donc, voilà, grosso modo, la plupart des gens, des technophiles comme nous, on n'a pas directement besoin de ça. Mais le produit est quand même extrêmement sympathique. Et pas cher. Et ils viennent de rajouter cette petite fonctionnalité qui fait que peut-être que ça devient plus intéressant que ça ne l'était pour nous. C'est que non seulement ils ont augmenté la qualité de l'audio, donc ils sont maintenant passés en haute définition, même si ça sort du jack, ils supportent quand même de la haute def sur l'audio. Il faudrait qu'on me dise ce que c'est de la haute def en audio, hein, quand même. Tu liras l'article et tu répondras toi-même dans le commentaire. Non, parce que voilà, parce que c'est ça. Enfin, c'est à voir. Et chacun goûtera au truc. Moi, je continue à dire que c'est un concept intéressant, Xavier. Mais je sais pas si Seb avait fini. C'est pas ça la news. Oui, c'est ce que je me disais parce que j'avais lu autre chose. C'était juste une mini news, un mini truc. D'accord. Je vais pas spoiler alors. Vas-y. La news importante de ce truc, c'est que maintenant tu peux faire du multi-room avec. Et donc tu en achètes 2-3 et t'en mets un dans la cuisine, un dans ton salon, un dans ta chambre et que sais-je. Et avec ton téléphone, tu diffuses la même musique en même temps partout. Et tu te promènes. Un peu comme le fait très bien les boîtes Sonos, je pense. Oui, c'est ça, sauf qu'ici ça coûte
Que dalle. Les Squeezie Box à l'époque, Logitech. Ça coûte que dalle. Donc voilà, et donc ça reste un chouette bitonio qui coûte pas cher. Voilà. Et on verra ce que c'est de la haute définition en matière d'audio, parce que ça me fait toujours beaucoup rire, ce genre d'annonce. On va passer la parole, on reste à la lettre G comme Google, Xavier, pour parler de Google OnTap. Voilà, Google OnTap, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une des fonctionnalités phares de Android Marshmallow. En gros, c'est quand vous êtes sur une page, une application, un site web, un texto, peu importe, enfin un SMS, pardon, peu importe. Si vous maintenez la touche Home un certain temps, eh bien, le système va analyser le contenu de la page que vous êtes en train de consulter et vous proposer via le Google Now tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, rajouter un événement dans l'agenda si dans le SMS on vous propose un rendez-vous à telle date, à telle heure. Il va vous proposer un plan vers l'adresse que vous consultez. Si vous parlez d'aller voir un film au cinéma, on va vous sortir la fiche des acteurs et les séances dans le cinéma le plus proche. Enfin, donc c'est tout un tas de fonctionnalités intelligentes en fonction de ce que vous êtes en train de consulter. Donc c'est vraiment ça la nouveauté, c'est que on va analyser le contenu même d'applications qui ne sont pas forcément prévues pour ça. Donc vous êtes sur Facebook, vous êtes sur une page web ou autre, et le système va analyser la page que vous êtes en train de consulter ou l'application que vous êtes en train de consulter. Et donc il va faire des propositions qui sont liées au contexte. Tout à fait, ouais. Donc ça pourrait être du partage Twitter, ça pourrait être une mise en mémoire, ça dépend aussi des applications qu'on a installées peut-être. Oui, ça dépend quand même de quelques applications, mais vous avez par exemple vous êtes en train de faire une discussion sur Facebook et vous avez votre ami qui vous dit rappelle-moi à 18h, eh bien vous allez avoir vous pourriez avoir un petit rappel, appeler telle personne à 18h avec déjà le numéro qui est préencodé parce qu'il connaît le contact dans votre adresse book. Donc voilà, c'est. Et donc l'info, c'est que c'est disponible en français. C'est pas neuf, mais c'est disponible maintenant en français. Cette nouveauté-là sur Android, évidemment, la touche Home, rappelons-le, etc. Testé. Ouais, c'est ça. Un truc qui fonctionne déjà sur iOS. Qui fonctionnait déjà sur iOS, effectivement. Donc la nouveauté, c'est que c'est disponible maintenant pour les francophones via une mise à jour. Ok. Xavier, toujours toi, petite info concernant toujours Android 6.1 qui pointe sur le bout de son nez déjà. Voilà, donc ça c'est une brève, c'est qu'on vient à peine d'annoncer la sortie de Android 6.0 que j'avais d'ailleurs raté lors de mon dernier enregistrement parce qu'elle a apparu au moment où je sortais du studio. Et on a annoncé c'est Android Geeks qui, selon une de ses sources les plus fiables, préparait une version 6.1 qui serait disponible à partir du mois de juin 2016. Alors la nouveauté, ce serait principalement le mode split screen, donc écran partagé, qui va un petit peu comme on le fait sur certains téléphones Samsung, diviser votre écran en plusieurs parties afin de pouvoir faire interagir certaines applications. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté. À suivre, comme on dit dans ces cas-là, il va falloir patienter jusqu'au mois de juin. Enfin, il y a peut-être des bêtas avant ou je sais pas comment ça se passe avec Android. Oui, il y a toujours des versions développeurs qui sont en preview. Et j'oubliais qu'il y a aussi une amélioration du système de permission pour les applications. D'accord, ok. Ça change ta vie, Seb, ou... Non, ça change pas parce que j'ai déjà ce genre de fonctionnalité. J'utilise un Samsung. Mais je n'ai pas encore Marshmallow, donc voilà. Ok, ça va. C'est enregistré. On passe à la lettre H, après G, c'est normal. G, H, on n'est pas rendu. H comme hardware. Seb, alors là, c'est un truc assez intéressant. C'est notre souris, en fait, mémorise des choses, quelque part. Et donc, ça sous-tend un concept, peut-être. Oui, alors déjà, j'apprécie le fait que tu dises que celui-ci est intéressant. Xavier, non, non, moi je sors. Mais j'ai fini de toute façon. Oui, c'est ça. Je vois qu'il n'y a plus de Xavier dans la colonne de droite, donc... Ça fait toujours plaisir. Non, mais tout est intéressant. Mais ici, c'est particulièrement intéressant, c'est cette histoire de souris. C'était donc le dernier épisode pour Xavier. C'est dit. Oui, non, ça m'a fait... C'est une étude des chercheurs de la BYU, je ne sais pas où, je ne sais plus quelle université c'est, mais bref, excusez-moi. Repris par TechCrunch, si je ne m'abuse. Ouais, repris sur TechCrunch, et je trouvais l'étude extrêmement... Brigham Young University, bah voilà, ça c'est dit. Je sais pas où c'est. Ok. Et donc ils ont conceptualisé l'usage de la souris Et donc la souris, ils ont découvert qu'en fait,
quand tu es énervé, quand tu es frustré, quand tu es heureux, etc., tu utilises ta souris différemment. Et donc, pour ceux qui ont l'image, c'est un petit peu la souris stressée, hein, donc, que nous avons à l'écran. Et cette souris, quand tu es stressé, eh bien, apparemment, quand tu es confus, énervé, tu fais des mouvements qui sont plutôt soudains avec ta souris. Donc là, t'es pas rapide, t'as des trucs un petit peu plus brutaux. D'accord. Et alors, contrairement à ça, quand tu es énervé, on pourrait penser que tu vas vraiment y aller comme une brute avec ta souris. Et ben non, quand tu es énervé, tu y vas délicatement avec ta souris. D'accord. Donc il y a une espèce de non-verbal lié à la souris qui pourrait être en fait quelque part analysé. Et tout à fait. Donc ils ont fait toute une série d'analyses sur comment déterminer ton humeur suivant la manière dont tu utilises ta souris. Est-ce que tu es stressé, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es machin, etc. Et à base de ça, ils disent ok, maintenant on peut rien qu'en analysant le mouvement de ta souris sur un site web, te proposer de l'information en suivant que t'es énervé, on va plutôt te montrer des images avec des petits lapins dans la forêt pour essayer de te calmer et des trucs comme ça. Ça semble donner des idées à Xavier, je sais pas pourquoi. Non, mais ça me fait penser très fort à une autre info un peu dans le même style que j'avais lu, c'est que quand vous surfez par exemple en mode anonyme pour ne pas être suivi sur les pubs ou ce genre de choses, ils ont mis au point maintenant des techniques qui, sur base de la façon dont vous tapez au clavier ou justement où vous bougez votre souris, vous avez une empreinte qui vous définit et donc ils sont capables de reconnaître des personnes malgré le fait qu'il n'y a plus aucune trace de cookies ou autre qui définirait que c'est vous. Donc une analyse de la frappe au clavier, il y a moyen, l'usage de la souris. C'est principalement évidemment pour les pubs qu'on a développé ça, mais donc voilà, vous êtes sur votre site en mode anonyme, eh bien on va pouvoir quand même savoir que c'est vous. C'est fou parce que ça me fait penser aux vieux films d'espionnage où on arrive à reconnaître l'espion à sa manière de taper du morse. Donc l'idée c'est que chaque personne a une façon différente de taper au clavier ou de bouger la souris et ils peuvent analyser ça. Et ils peuvent même détecter certains comportements parce que si tu as du mal à écrire mais par contre que tu sais effectivement écrire sur la moitié droite de ton clavier, c'est que tu es probablement un homme et tu cherches des choses en mode une main occupée effectivement c'est possible aussi. Donc, et si par exemple il y a une frappe du genre c'est que tu es un chat. Bon, ok, c'est sympa comme info, je le disais. Je sais pas ce qu'ils vont faire à part voilà. Mais ce que Xavier nous disait, heureusement qu'on l'a gardé. S, oui, on va sauter un petit peu les lettres parce qu'il faut avancer. On va directement à la lettre S comme social, Sébastien. Brésil 1, un point pour, en tout cas, au moment où tu écrivais le titre, un point pour le Brésil, 0 pour WhatsApp. Tu vas nous expliquer ça et il faut dire que les choses ont un petit peu évolué depuis quelques heures en fait. Ah mince. Oui. Et moi j'ai préparé ce podcast ce matin, les gars, donc j'ai pas vu quelques heures après. Si. Donc l'info c'est quoi d'abord? L'info c'est que alors effectivement le Brésil aurait donc décidé de couper WhatsApp pour 48 heures. Alors on parle de pourquoi est-ce que c'est un tribunal qui a décidé de demander, enfin pas de demander mais d'exiger la fermeture de WhatsApp en tout cas au Brésil et donc on n'a pas la raison exacte de qui a porté la plainte, qui a instruit le truc et qui est à la source de. Maintenant, on sait qu'il y a un lobbying depuis plusieurs mois de la part de tout ce qui est télécom pour dire WhatsApp, c'est illégal, c'est pas régulé, on sait pas écouter, on sait pas machin, etc. Ouais. Et bon, et surtout, ça leur fait perdre beaucoup d'argent parce que les Brésiliens utilisent majoritairement WhatsApp pour communiquer, pour appeler, pour envoyer des messages. Ouais. Et tout cet argent n'arrive plus dans les poches des opérateurs télécoms. Donc on pense qu'effectivement il y a un petit peu de lobbying derrière cette menace. Et donc WhatsApp a communiqué qu'effectivement c'était dommage de la part du gouvernement brésilien du Brésil de se couper d'une partie du web et de couper ses utilisateurs du web. On se serait passé quasiment inaperçu, en tout cas pour les non-brésiliens que nous sommes, si Mark Zuckerberg n'avait pas publié un message sur son profil Facebook, bien qu'il soit en congé de maternité.
J'ai pas vu le message de Marc. Et comme quoi il se plaignait effectivement que de cette fermeture qui semblait ne pas avoir été informé. J'ai demandé à mon ami Xavier, qui a un ordinateur de belle taille devant lui, d'aller sur Facebook, aller chercher le profil de Mark Zuckerberg pour voir exactement ce qu'il a dit, parce que depuis lors, là tantôt, apparemment, 1 heure ou 2 avant cet enregistrement, je rappelle qu'on enregistre le jeudi, nous sommes le 17, il est quelque chose comme 20h30, quelque chose comme ça, il semblerait que... non, tu peux aller sur... ouais, enfin, c'est comme tu veux. Pendant que je cherche, j'ai la suite qui est la même chose, en fait. Voilà, ben vas-y. J'ai une suite, c'est que depuis qu'effectivement ça a été annoncé dans les médias que ce soir au Brésil, WhatsApp c'était mort, et que voilà, ils auraient donc plus moyen de communiquer, les Brésiliens se sont rués sur une autre application qui est Telegram. Ouais. Et donc Telegram affichait aujourd'hui un tweet assez joyeux en disant aujourd'hui nous avons plus de 1 million de nouveaux utilisateurs au Brésil, rien que sur une journée. Ils disent c'était juste hallucinant, et ça c'était encore que il y a une dizaine d'heures, donc ils en ont peut-être encore eu beaucoup plus depuis. Donc les gens changent vers Telegram qui est plus sécure et qui est, je pense que en tout cas plus crypté que ce que n'était WhatsApp. Ouais. Et donc voilà, il y a tout un gros débat, en tout cas dans tous les articles de TechCrunch, il y a vraiment énormément de textes là-dessus, sur tout ce qui est mouvement du gouvernement brésilien pour le moment, sur tout ce qui est sécuritaire, espionnage, de leurs utilisateurs, etc. Donc pour le moment ça n'a pas l'air exceptionnellement un bon climat, liberté, etc. au Brésil. J'espère que ça s'améliorera, et je ne sais pas ce qu'a dit Marc, j'espère. Oui. Marc, c'est un message tout à fait laconique, Xavier, il nous dit, d'abord il avait publié un message qui expliquait ce que tu nous as expliqué, qu'un juge brésilien avait bloqué donc l'accès à WhatsApp, et là, quelques heures après, donc il n'y a pas tellement longtemps finalement, par rapport à l'heure de notre enregistrement, sur une simple phrase qu'il publie en anglais et en portugais, enfin en brésilien, n'importe quoi, il signale que WhatsApp est de nouveau online au Brésil. Voilà. Donc il a fait un appel à la mobilisation pour que le WhatsApp soit de nouveau rétabli au Brésil, et quelques temps après, il annonce que les voix ont été entendues et que ça a été rétabli. Voilà, donc ça a été suivi par beaucoup de monde, parce que quand Mark Zuckerberg, lui, il est ami avec tout le monde sur son propre réseau, donc forcément ça partage beaucoup, ça like, etc. Donc voilà, c'est un micro-événement. Il a quand même plus de 45 millions d'abonnés oui, c'est ça. À son profil. Oui, plus tous ceux qui l'espionnent enfin, donc Brésil 1, Zuckerberg 1, on va dire. On va changer le titre. Mais je vais te redonner la parole, Sébastien, parce qu'on n'en a pas fini avec les réseaux sociaux. Si, tu veux parler de Telegram, en fait. Donc, on a réglé le problème. Allez, on va terminer ce 49e épisode. 59e. Oh là là, le c'est écrit en dessous, Marc. Oui, je sais, c'est écrit partout en plus. Avec un W comme What the fuck. Signé Seb. Bah oui, il nous en fallait un. Et j'ai cherché, franchement, cette fois-ci, je suis désolé, il n'y a pas de femme à poil, il n'y a rien, c'est juste un truc qui peut être utile dans le lit aussi, parce qu'en général, c'est là que ça va être utile, c'est les chaussettes magiques. D'accord, oui. Voilà, les chaussettes magiques de Netflix. Ça fait sortir un lapin. Ça peut sortir un lapin. Et donc là, c'est un truc à monter soi-même à base d'un Arduino, d'une petite batterie et tout le bazar. Et donc il y a toutes les explications sur le site de Minimachine. Ça fait un peu peur quand même. Et donc tu dois monter un peu d'électronique dans tes chaussettes. Et grâce à ces capteurs, le Netflix se coupera quand il aura détecté que tu es en train de t'endormir. C'est pas magnifique, ça? Bon, évidemment, t'es couillon parce que t'es en train de t'endormir avec une paire de chaussettes. C'est quand même une drôle d'idée. Et quand tu fais autre chose, il change de chaîne d'émission sur Netflix. Il n'y a pas ça sur Netflix. C'est très particulier, une fois de plus. Ça, c'est de la news, de qualité. Oui, bien sûr. Je trouve ça assez particulier. Moi, je dis que ça fait peur parce que quand on regarde les photos du bricolage à réaliser, c'est pas donné à tout le monde non plus. Je vais essayer de vous parce que là, j'improvise un petit peu un truc. On va faire un truc comme ça. Hop, voilà. Voilà l'actu en question. Et voilà le bricolage. Pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, on va mettre un lien évidemment pour tout le monde sur le blog
pour que vous puissiez vous aussi goûter à ce petit bricolage. En gros, c'est une batterie qui est reliée à des composants électroniques et que vous devez imbriquer dans les chaussettes. Mettre dans vos chaussettes. Hein. Donc il faut avoir envie de dormir avec de l'électronique à ses pieds quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est de la basse tension, hein, donc c'est pas non plus un taser, quoi. Et en plus, le truc, faut pas croire qu'il va couper ta télé mettre en pause par Bluetooth ou quoi que ce soit. Il l'envoie en infrarouge. Donc tes pieds ont intérêt à être bien mis, quoi. Et il faut pas transpirer les pieds. Il faut plus pas transpirer les pieds. Effectivement. Donc un joli bricolage un peu what the fuck pour le coup, proposé par Sébastien. Si tu en as d'autres comme ça, et je pense que son question en regorge. En plus, il faudra qu'on va aller jeter un œil là-dessus parce que c'est quand même très particulier. Pour conclure donc ce 59e épisode, j'avais bien dit, je rappelle vite fait bien fait que les 60 et 61 de Noël et de Nouvel An seront des épisodes un petit peu particuliers où on reviendra sur les grosses actualités de l'année 2015 pour ce qui est de la rétro, ce sera le numéro 60, et puis on envisagera également tous ensemble avec l'équipe ce que sera l'année 2016 avec déjà quelques projections, hein. On voit quelques tendances, en tout cas telles que nous on les imagine, telles que les technos l'imaginent. Si vous aussi de votre côté vous avez des envies peut-être ou des idées sur ce que sera ou ce qu'a été l'année passée et ce que sera l'année prochaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on en parlera, on essaiera en tout cas d'en parler parce qu'on va essayer de réunir un maximum de monde de cette équipe et ça va être un petit peu compliqué à gérer, mais ce sera très prochainement, la semaine prochaine d'ailleurs, vous pourrez y goûter et bien entendu nos hors-séries reviennent avec du logiciel libre, le Viewmaster, on va en parler effectivement et plein d'autres choses. Donc voilà, que du bonheur, l'année se termine super bien. Si vous partez en congé faire du ski et qu'on ne s'entend plus, bonnes vacances et bonne fin d'année. On se retrouve très rapidement, bien entendu. Merci Xavier. À bientôt. À bientôt. Merci Seb. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.